Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous avons la chance d'accueillir notre client le Louvre en la personne d'Anthony Girard qui vient nous livrer son témoignage pour savoir comment le Louvre a simplifié les circuits de validation et de signature de ses documents. Je vous invite à poser vos questions dans le chat qui se trouve à votre droite tout au long du webinaire et lors d'une session de questions-réponses, on les reprendra et on les posera directement à notre invité. Je vous laisse la parole. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce matin à avoir répondu présent à notre invitation. Alors en effet, comme l'a précisé Emma, on a la chance donc d'accueillir un représentant du musée du Louvre, Anthony Girard, donc, qui est chef du service informatique. Bonjour Anthony. Alors Anthony, avant que vous puissiez nous partager votre expérience, qui a amené en effet le musée du Louvre à utiliser un parapheur électronique. Alors je vais juste, avant de démarrer, vous rappeler un petit peu ce qu'est un parapheur électronique. Alors, certains d'entre vous connaissent ça, mais un parapheur finalement électronique, c'est avant tout destiné à remplacer le parapheur cartonné que tout le monde connaît. Il vient à remplacer des circuits papier traditionnels. Généralement, un parapheur est accessible depuis votre navigateur, constitué de panettes numériques pour savoir ce que vous avez à faire, quels sont les documents à signer ou à valider, etc. Parce que finalement, vous validez tous certainement des documents chaque jour, ou certains d'entre vous les signent, et que des documents qui soient liés à des ressources humaines, à la gestion financière, à la direction générale, des contrats, des congés, des gestions d'achat, etc. Mais cette circulation qui est généralement papier, ou bien par mail, avec un suivi sous Excel, est certainement loin d'être efficace. Puisque on se pose des questions, typiquement, où en est tel courrier administratif que j'ai validé, où est-ce qu'il est dans le circuit, où se trouve mon parapheur, si on a encore un parapheur cartonné qui passe d'un service à l'autre. Bref, autant de questions que vous êtes certainement posées, que vous posez encore aujourd'hui, et qui ont donc des conséquences parfois assez lourdes pour votre organisation. Voilà. Donc c'est ce que va nous expliquer un petit peu Anthony, pourquoi le Louvre est passé finalement d'un parapheur cartonné ou papier à un parapheur électronique, comment Louvre a mis en place ce type de solution et quels sont aujourd'hui les premiers bénéfices qu'ils ont pu en tirer au travers de leur expérience. Donc Anthony, je vous laisse la parole pour nous expliquer plus largement cette expérience et nous faire participer un petit peu de ce retour. Merci à vous. Merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur le parapheur électronique qui finalement est une expérimentation de parapheur électronique qu'on va généraliser sur 2023 pour vous présenter un petit peu le panorama global. Alors, le musée du Louvre, donc c'est un musée, c'est une entreprise comme une autre, ça on le verra par ailleurs, mais c'est tout d'abord un établissement à mission qui a pour mission de conserver, protéger et restaurer les œuvres et les collections en fait, dont il a la charge, d'assurer l'accueil du public, d'assurer l'étude scientifique de ces collections et de gérer un auditorium et de préserver tout le patrimoine, tous les immeubles et les mobiliers dont il a la charge. Voilà, donc vous avez quelques petites images du musée du Louvre. Ce sont aussi 2300 agents permanents, dont environ la moitié sont des agents de surveillance, d'accueil et de surveillance. On a 67 conservateurs, qui sont vraiment sur le cœur du métier du musée, avec aussi des documentalistes. On a 9 directeurs de grands départements patrimoniaux et on a autant de départements qui apparaissent en vert sur cette diapositive. On a 233 personnels de conservation au global, des agents dans les ateliers d'art qui ont des métiers réellement spécifiques sur de la métallerie, des tableaux, des cadres, etc. Qui s'occupent notamment de l'installation, de la mise en place des expositions. On a une brigade de sapeurs-pompiers qui est en interne au musée du Louvre et on a aussi 11 directions opérationnelles. Donc les directions opérationnelles, c'est en gros ce qu'on trouve chacun dans nos entreprises. Ce sont des directions support notamment qui peuvent concerner la RH, la finance,
le contrôle de gestion, etc. Mais ce sont aussi des directions opérationnelles un petit peu plus spécifiques sur les collections, les travaux muséographiques, etc. Voilà. Et aujourd'hui, le parapheur électronique, on l'a déployé principalement dans des directions opérationnelles. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Donc, l'établissement du public du musée du Louvre comprend aussi le musée national Eugène Delacroix, le jardin des Tuileries et depuis 2019, le centre de conservation du Louvre, dans lequel il y a une grande quantité de nos réserves qui ont été transférées justement dans ce centre de conservation pour des raisons principalement de risque d'inondation au sein du musée du Louvre. Alors, juste pour que vous ayez une petite idée des volumes au sein du musée, ce sont 35 000 œuvres exposées sur 500 000 en réalité qui font partie des collections du musée du Louvre, dont la moitié quasiment sont des œuvres graphiques. Donc ça peut être des esquisses, des croquis. Il y a notamment par exemple les croquis de Léonard de Vinci, etc. Voilà. Donc il y a 223 000 œuvres graphiques qui, elles, ne prennent pas beaucoup de place. Et on a aussi, à côté de ça, des sculptures qui sont assez monumentales, qui en général, elles, sont systématiquement exposées. Voilà. Donc les œuvres graphiques, il y en a beaucoup en réserve. Les grandes peintures et les grandes sculptures, elles sont en général exposées parce qu'elles prennent de la place. Donc on a plus de 3000 œuvres aussi prêtées chaque année à deux institutions et on a environ 10 expositions temporaires qui sont présentées chaque année. Alors le palais, c'est 240 000 mètres carrés de plancher, 72 000 mètres carrés de salle d'exposition, 403 pièces et environ 14 couloirs, 14 km de salles et de couloirs. Au niveau des visiteurs, alors il y a eu un avant et un après confinement. Donc avant le confinement, on arrivait presque à 10 millions de visiteurs par an, on était plutôt à 9,5 millions, avec pas mal de public asiatique. Aujourd'hui, le public asiatique n'est pas encore revenu en Europe. Donc on a un peu moins de visiteurs, mais en 2022, on a tout de même 7,8 millions de visiteurs, dont 30% de visiteurs français. Donc ça, c'est la grande nouveauté finalement pour l'établissement, d'avoir un tiers de visiteurs français. 15% qui proviennent des États-Unis et le reste qui provient de différents pays, notamment d'Europe. On a aussi 45% des visiteurs qui ont moins de 25 ans. Donc c'est intéressant parce que l'objectif quand même du musée du Louvre, c'est d'ouvrir la culture au plus grand nombre et plus de 40% qui ont bénéficié de la gratuité. En synthèse, Anthony, est-ce qu'on peut dire que le musée du Louvre, ça reste le plus grand musée du monde? On peut le dire comme ça. Après, tout dépend des critères qu'on va retenir, mais en tout cas, c'est l'un des plus grands musées du monde. Mince. Alors, la genèse du projet. Donc, le Louvre, c'est une entreprise riche et complexe. Riche parce que, alors pas au niveau financier, on est un établissement public, mais riche au sens de son histoire. Le musée du Louvre, il existe en tant que musée depuis 1793 et il est devenu musée, le grand établissement du musée du Louvre tel qu'on le connaît aujourd'hui en 92 avec le musée de la Croix, le centre de conservation de Liévin et le jardin des Tuileries qui l'ont rejoint plus récemment. Mais c'est aussi un conglomérat de différents départements avec des directions opérationnelles qui doivent fonctionner de manière transversale. Et c'est un gros paquebot. Voilà, donc c'est un gros paquebot. C'est pas toujours évident de le réorienter. Voilà, parce que ça peut mettre parfois un petit peu de temps. Et c'est cette complexité qui parfois doit être bousculée pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses, et notamment un parapheur électronique. Alors, avant la crise, et c'est toujours un peu le cas, un établissement comme le musée du Louvre avait une forte culture du papier. Au niveau du cœur de métier, typiquement, les conservateurs, on a des gros dossiers d'œuvres, c'est du papier. Et au niveau administratif, on a une forte culture aussi du papier. Avant la crise, on a aussi expérimenté le télétravail. Donc, dans le cadre du télétravail, donc sur 2300 agents,
il y avait grosso modo 40 agents qui ont eu la chance de pouvoir expérimenter le télétravail. Donc c'était assez peu, finalement. On se rend compte que c'était un périmètre très restreint. On expérimente, mais avec beaucoup de précautions. Et il y a eu la crise qui a permis de généraliser le télétravail. On s'est rendu compte des difficultés de communiquer, des difficultés finalement d'avoir accès au papier. Et donc après la crise, on a eu une réflexion un peu plus large autour de la dématérialisation, de la généralisation des outils de télétravail et surtout une réflexion autour de l'organisation du travail. Et ce projet de parapheur électronique fait partie des conséquences de cette réflexion. Alors, en 2021, il y a eu un audit interne, donc post-crise sanitaire, il y a eu un audit interne sur les circuits de validation des parapheurs. Les délais pour signer un parapheur pouvaient parfois être très longs, ça pouvait dépasser le mois. Donc c'était assez problématique. Alors les parapheurs urgents, il y avait toujours des solutions, on trouvait toujours des raccourcis pour les faire signer, mais par contre il y avait des parapheurs qui étaient plutôt en souffrance et qui pouvaient mettre vraiment beaucoup de temps. Donc on a une direction de la qualité et de l'audit interne qui a été missionnée pour réaliser un audit et qui a rendu un certain nombre de conclusions qui ont été portées par la DG avec un certain nombre d'objectifs, notamment de réduire la chaîne des visas. Parce qu'on se rendait compte que les parapheurs papier passaient entre des dizaines de mains qui n'avaient pas forcément toute une valeur ajoutée évidente. Donc l'idée, c'était vraiment de revoir un peu cette chaîne de visa au seul valideur nécessaire et utile à la signature ou à la validation d'un parapheur. C'était de fixer aussi un délai de 48 heures au sein pour faire sortir un parapheur d'une même direction. Parfois, les délais de signature ou de visa étaient très longs, mais pas forcément en bout de chaîne à la direction générale, par exemple, mais en interne. Voilà, parce que il pouvait y avoir des gens qui étaient manquants, parce que les gens ne disposaient pas forcément de toutes les informations, etc. Enfin, bref, il pouvait y avoir mille et une raisons. Ensuite, on a voulu dématérialiser donc la chaîne de visa et de signature, parce que c'est vrai que les signatures papier ou les visas papier ou les signatures sur les fiches de transmission, surtout dans le cadre de la généralisation du télétravail, ça commençait à compliquer un peu la donne. Et on avait ensuite d'autres préconisations, notamment d'informer rapidement en cas de problème. Parce que parfois, il y a des parapheurs bloqués sans raison apparente, et en réalité, c'est parce qu'il manquait une pièce. Voilà. Sauf que personne ne demandait la pièce, et dans ce cas-là, le parapheur, il était bloqué chez quelqu'un. Donc, ce workflow, finalement, de savoir ce qui bloquait nécessitait de temps en temps d'être un petit peu plus assoupli. Et éviter les blocages en cas d'absence. Bon, on le verra, mais c'est un peu l'histoire des délégations ou suppléances dans le cas d'absences prévues ou imprévues. Les absences prévues sont en général assez faciles à gérer, en théorie. Les absences imprévues, en revanche, c'est un petit peu plus délicat. J'approfondirai ce sujet un peu plus tard. Et on avait une autre démarche au sein de l'établissement qui était de mettre en place une stratégie du numérique, avec notamment la réduction de la fracture du numérique auprès de nos agents d'accueil et de surveillance. Nos agents d'accueil et de surveillance n'ont pas accès à un ordinateur portable, par exemple. Donc le fait de ne pas... un ordinateur tout court, d'ailleurs, pas forcément portable. Le fait de ne pas avoir accès à un ordinateur, ça faisait qu'ils n'avaient pas accès forcément aux communications internes, si ce n'est à partir de panneaux d'affichage, qu'ils n'avaient pas accès aux outils de messagerie classiques. Enfin voilà. Donc on avait vraiment une volonté aussi de casser cette... en tout cas d'un peu améliorer le développement, l'accès aux outils numériques pour nos agents. Et dans ce cadre-là, on a défini une stratégie du numérique, donc assez large, donc de déployer des outils numériques aux agents de surveillance, mais aussi d'améliorer nos outils existants. Et le parapheur électronique faisait partie de cette stratégie du numérique, avec notamment une nouvelle approche dans la gestion de projets innovants. Alors un parapheur, je ne sais pas si c'est innovant à proprement parler, je vous aurais présenté
un robot pour surveiller le jardin des Tuileries, comme on a pu faire l'expérience, je pense que ça peut sembler beaucoup plus innovant. En revanche, un parapheur électronique au sein d'un établissement comme le musée du Louvre, c'est innovant. C'est innovant dans notre manière de travailler, c'est innovant au niveau administratif. Et la démarche, ça a été de tester, d'évaluer, d'améliorer. Donc ça, on verra que c'est un travail qui a été fait avec Efalia, et de convaincre, pour justement en arriver à cette année 2023 où on va généraliser le parapheur électronique. Donc on a réalisé une veille sur plusieurs outils, mais vraiment 3 ou 4 outils qui étaient plutôt intéressants, qui présentaient leurs avantages et leurs inconvénients. On a discuté aussi avec des établissements ayant mis en place des parapheurs électroniques, avec le ministère de la Culture aussi, parce qu'on a quand même des documents qui transitent avec nos tutelles. On avait un directeur des systèmes d'information qui a mis en œuvre un parapheur dans un autre établissement culturel dans lequel il a été avant le musée du Louvre. Donc il avait une vraie expérience dans la mise en œuvre d'un parapheur. Et le constat, c'était, je l'ai résumé en trois points, ça a été le délai de mise en œuvre. On se rendait compte quand même que dans beaucoup de cas, ça pouvait être long. Donc derrière, ça nécessitait de mettre en place un vrai projet, avec une vraie équipe projet, avec des vraies réflexions autour du parapheur. Et compte tenu de tous les autres projets qu'on avait à mettre en œuvre, qui reposaient sur sans doute les mêmes personnes qui auraient dû mettre en œuvre le parapheur électronique, ça nous semblait un peu complexe. Donc ça a été un point d'attention. Il y avait la modélisation des circuits de parapheur au préalable, c'est-à-dire que en gros, pour pouvoir utiliser les parapheurs électroniques qui nous ont été présentés pour un certain nombre, il fallait déjà avoir modélisé les circuits de parapheur. Il fallait dire, voilà, ça c'est un document juridique qui doit aller de là à là, avec un petit peu de souplesse, mais pas forcément beaucoup. Et tout ce travail de modélisation en amont, pareil, complexifiait finalement la mise en œuvre du parapheur. Et il y a eu quelques échecs. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a dans les établissements, en tout cas, avec qui on a pu discuter, il y en a qui ont réussi leur projet, il y en a qui l'ont échoué, il y en a qui l'ont réussi pour 3-4 années. Mais une fois que les personnes qui portaient le projet sont parties, le projet a de nouveau échoué. Voilà. Enfin, en tout cas, il y avait quelques échecs, donc il fallait admettre que si on se lançait dans ce travail-là, on n'était pas garanti de réussir quand même. Alors l'enjeu, comme on aime bien, on est plutôt joueur quand même au musée du Louvre, on essaie de complexifier le sujet. On n'a pas juste déployé un parapheur électronique, on a essayé de déployer en même temps des signatures électroniques. Non, donc ça peut sembler anodin comme ça, mais en réalité, c'est pas si anodin que ça. Et ça l'est fait encore moins dans le cadre de ce projet-là pour nous et pour le travail qu'on a réalisé avec Efalia. Donc les enjeux, c'est la dématérialisation, c'est améliorer la chaîne de transmission avec notamment les visas et les délais et le déploiement de ces signatures électroniques. Donc pour ce faire, et compte tenu de tous les retours d'expérience qu'on avait pu réaliser, on a posé la question à Efalia si on pouvait capitaliser sur Worky, sachant que j'avais eu écho quelques semaines ou quelques mois avant d'un processus de parapheur qui avait déjà été développé par Efalia sous Worky V7. On était en V5. Il y avait un petit gap de version, mais en même temps, ça nous intéressait de passer sur la version plus récente. Donc, c'était l'occasion aussi de migrer nos anciens processus vers une nouvelle version et surtout de pouvoir éprouver cette nouvelle version à l'aide d'un premier processus qui était quasiment clé en main. Ils nous ont fait une présentation. Oui, excusez-moi, Anthony, pour rappeler peut-être à nos auditeurs ce qu'est Worky. Alors, récemment, en plus, appelé et nommé Efalia Process, dans le cadre de la suite Efalia. Donc, Efalia Process, c'est donc une plateforme de dématérialisation des processus et d'orchestration de ces processus. Et c'est donc sur cette plateforme qu'on peut appeler aussi une plateforme de BPM, sur lequel, en effet, on a paramétré un processus parapheur et qu'on a donc fait partager auprès du musée du Louvre. Voilà, donc petite parenthèse sur ce nom Worky et Efalia Process maintenant. Merci à vous, je vous laisse continuer. Et dans le cadre de ce partage, justement, donc Efalia nous a présenté son parapheur électronique. Donc derrière, il répondait, il était plutôt vraiment attractif. Déjà, très sincèrement, première impression plutôt bonne. Après, il y avait forcément quelques petites adaptations à réaliser.
mais qui finalement, en discutant avec Efalia, était plutôt en phase avec leur feuille de route. Et surtout, comme c'est un outil qu'on utilise déjà par ailleurs, il y avait une facilité de prise en main qui était évidente, sachant que même si on ne l'avait pas utilisé par ailleurs, la facilité de prise en main est assez simple. Donc, on a capitalisé autour de Worky et surtout, on a mis en place une expérimentation sur 3 directions pilotes. Alors, avec quand même un sponsor qui était l'ADG. Il y a une vraie volonté de la direction générale de s'intégrer à cette expérimentation. Et le fait d'avoir la direction générale était vraiment un facteur clé de succès, dans le sens où les premiers parapheurs qui ont transité, ils avaient quand même pour finalité, on va dire, 2 destinations principales. C'était la directrice financière et un administrateur général. Donc à partir de là, les gens à qui on a proposé le parapheur électronique, de toute façon, ont joué le jeu pour pouvoir justement avoir des parapheurs signés par la DG. Donc le fait d'avoir un sponsor, vraiment au niveau de la DG, c'était vraiment quelque chose en termes d'affichage qui nous a permis de beaucoup travailler donc avec les 2 directions DFJM et DRE, que je vous dirai de quelle direction il s'agit, qui ont été identifiés pour cette expérimentation. DFJM, c'est la direction financière, juridique et des moyens. Elle comprend le service financier, le service juridique notamment, le service informatique, la sous-direction logistique, et c'est la cheville ouvrière de tout le centre administratif du musée. Donc, la plupart des contrats et des documents transitent via la DFJM et ensuite vont à la DG, mais quasiment tous les documents transitent à la DFJM. Et la DRE, c'est la direction des relations extérieures. Au début, on avait prévu de travailler avec la direction du patrimoine, des jardins et des travaux, qui s'occupe de tous les travaux en fait au sein de l'établissement, avec beaucoup de procès-verbaux à signer, à faire signer par la DG. Et on voulait travailler avec eux. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus pertinent de travailler avec la direction des relations extérieures, qui, elle, avait beaucoup de conventions, et notamment des conventions avec des organismes extérieurs, des partenaires extérieurs. Ils avaient surtout une culture de la signature électronique parce qu'ils recevaient des documents qui étaient déjà signés électroniquement. Et ça nous semblait finalement, ça nous a semblé un petit peu plus simple de les intégrer à l'expérimentation. Donc, on est parti sur ces 3 directions, donc direction générale, DFJM, direction financière, juridique et des moyens, et direction des relations extérieures. J'ai une petite question, Anthony. Ce choix d'une expérimentation, finalement, et donc d'un pilote, c'était l'une des préconisations de l'audit, ou bien c'est un choix qui a été fait par la DG ou la direction informatique de partir sur un pilote? Alors, le fait de mettre en place une expérimentation et de partir sur un pilote, c'est plutôt une recommandation dans le cadre de la stratégie numérique. Dans le cadre de la stratégie numérique, on a un comité du numérique qui regroupe 20 représentants des 20 directions du musée, grosso modo. Et on s'est mis d'accord sur le fait de lancer une expérimentation. D'accord. Et cette expérimentation est vraiment issue de la manière dont on appréhende les sujets un peu innovants, les projets un peu innovants. Et on l'a fait avec cette possibilité d'échouer. D'ailleurs, c'était aussi l'intérêt d'une expérimentation, mais avec la volonté de réussir, en revanche. Et donc, on a mis en place cette expérimentation. Et après l'audit, finalement, ils sont plutôt venus nous voir pour voir ce qu'on voulait mettre en place, et en s'assurant qu'on allait essayer de bien prendre en compte leurs recommandations. Voilà, donc on a travaillé de concert, mais c'était plus issu vraiment de la nouvelle stratégie numérique. Très bien. Et poussé par la SDSI, par l'informatique. Merci. En termes de choix d'architecture, alors on s'est posé des questions sur l'externalisation de l'hébergement ou pas. Ça, c'est une vraie question qu'on se pose encore aujourd'hui. On est parti sur un hébergement externe pour des facilités de déploiement et de développement, et on avait surtout la volonté de tester la mobilité. Ce qu'on n'a pas trop fait, mais on avait un peu cette volonté-là qu'on a toujours. Cette expérimentation a duré 1 an.
Je vais vous rentrer un petit peu dans le calendrier, mais je le passerai très rapidement. Ça a duré 1 an. Et ça s'explique principalement par le déploiement des signatures électroniques qui nous ont pris un petit peu de temps en termes d'acquisition et de déploiement. Bon, c'est pas tant le parapheur à la limite qui a pris du temps à proprement parler, même si on s'est laissé le temps malgré tout de lancer l'expérimentation pour qu'Ephalia puisse prendre en compte certaines évolutions qu'on avait demandées. Donc, première prise de contact 30 juin 2021, lancement d'expérimentation le 25 février 2022 et 2023, c'est la généralisation. Alors, le calendrier, donc en gros, je ne vais pas vous embêter avec un gros calendrier, plein de dates. Donc, 30 juin, on a lancé la réunion. En gros, en novembre, on avait déjà vu 2 maquettes. On était sur une version qui tenait la route de Parapheur. On avait quand même un sujet qui nous tenait à cœur. C'était la signature électronique dont j'ai parlé. Donc, on a commencé à acquérir les signatures électroniques début novembre. Et en parallèle, justement, et ça, c'était un travail avec Ephalia qu'ils ont réalisé en termes de R&D, c'était que la signature électronique, finalement, apparaisse au bon endroit dans le document. Voilà, c'était important pour nous que la signature électronique, en termes d'affichage, apparaisse au bon endroit. Et dans le cadre de l'expérimentation et dans le cadre des premières maquettes de parapheur électronique, la signature électronique, elle rajoutait une page à la fin du document et toutes les signatures étaient sur cette page ajoutées dans le document. Voilà, donc ça c'était pas tout à fait conforme à notre besoin et ce point, on se laissait le temps finalement dans le cadre de l'acquisition des signatures électroniques de le faire évoluer. On se laissait le temps aussi de commencer l'expérimentation dans les conditions que nous proposait Ephalia, mais on savait que la finalité, c'était vraiment d'avoir notre signature électronique qui apparaisse au bon endroit. Donc sur la période 2022-2023, c'est l'expérimentation. Donc j'ai essayé de vous mettre des sujets qui pour moi étaient importants en termes de facteurs clés de succès, notamment le fait d'avoir un accompagnement personnalisé. On a identifié des directions pilotes. On a identifié des acteurs à l'intérieur de ces directions pilotes. Et ces acteurs, j'ai passé du temps avec eux, en fait, pour être concret. Voilà. J'ai été les voir. C'est 5-6 personnes maximum. Hein. Mais ces 5-6 personnes que j'ai identifiées un peu comme VIP, j'ai vraiment été proche d'eux. Je leur ai montré comment ça fonctionnait. Je les ai choisis de manière à ce qu'ils puissent être des bons relais aussi au sein de leur direction. Et derrière, ça a permis, lors de l'identification des problèmes, qu'ils me remontent leurs soucis le plus tôt possible. Et le fait d'identifier les problèmes tôt, d'échanger avec Ephalia rapidement et de pouvoir proposer des correctifs rapides ou des solutions de contournement rapides, ça a été vraiment quelque chose de très apprécié justement de ces utilisateurs. Donc ça, la proximité, ce travail de proximité, qui est ni plus ni moins que de la conduite du changement, hein, c'était vraiment un sujet très important et qu'il fallait mettre en place pour que ça réussisse, surtout au début. Quand je dis au début, c'est les 3-4 premiers mois. Voilà, après, ça c'est plutôt, ça a diminué, l'assistance a diminué un petit peu au fil du temps. Et en parallèle de ça, on a créé des modes opératoires, des petits modes opératoires à chaque fois justement qu'il y avait un problème qui nous était remonté. Donc ça pouvait être un problème de connexion, de mise en place d'une délégation, mais comment je sais où en est mon parapheur. Hop, on essayait de faire un petit mode opératoire simple. Je veux dire, c'était une feuille A4 hein, qui recense un petit peu comment on trouve la réponse à notre question et on diffusait l'information assez largement. En tout cas, assez largement au sein des pilotes. Et ensuite, on a fait des présentations de parapheurs à chacune des directions pilotes. Donc des parapheurs et des rôles à quoi ils servaient entre l'émetteur, le valideur et le signataire. Donc en termes d'expérimentation, on a commencé donc, le 15 février. Le 12 avril, on avait 8 parapheurs. Donc l'émission du premier parapheur officiel, c'est le 29 mars. Le 12 avril, on avait 8 parapheurs, dont un qui avait été envoyé à la DG. Donc ça, c'était quand même... Enfin, moi, les premiers parapheurs, je les ai surveillés de près. Le premier envoi à la DG, on le surveille parce qu'on a envie que ça se passe bien. Et la première signature électronique, elle est arrivée que le 10 juin, hein, finalement. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Mais par contre, en bout de chaîne, fin 2022, on a 286 parapheurs qui ont été traités
à travers le parapheur électronique. Donc c'est quand même plutôt un réel succès sur que 3 directions dont je vous ai parlé. Donc ça vous donne aussi une petite idée de l'échelle que pourrait être le nombre de parapheurs sur une année pour un établissement comme le musée. Alors quelques petits chiffres sur le retour d'expérience. Donc le nombre d'utilisateurs par rôle, on a 122 émetteurs, donc 122 personnes qui potentiellement peuvent lancer un parapheur électronique. Je dis potentiellement parce qu'il n'y a pas 122 utilisateurs qui ont réellement utilisé la solution aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. On a 62 valideurs, donc ça, ce sont des vrais valideurs. La quasi-totalité, je n'ai pas vérifié vraiment juste, mais en tout cas, la quasi-totalité des valideurs ont été à un moment ou à un moment donné dans le circuit de parapheur. Et 21 signataires, ça peut sembler important, mais les 21 signataires, c'est un peu particulier. C'est parce que on a des personnes, alors à l'ADG, la direction générale, on a 3 signataires, donc la présidente, l'administrateur général adjoint. Mais on a aussi un secrétariat avec 3 personnes. Et le secrétariat, on les a mis comme signataires pour qu'ils puissent avoir une vision finalement du parapheur. Et surtout, on avait une problématique, c'est qu'il fallait qu'on gère à la fois des signatures manuscrites et des signatures électroniques. Donc une signature électronique, c'est l'administrateur qui signe électroniquement avec sa signature électronique le parapheur. Et une signature manuscrite, mais ça nécessite de rematérialiser le parapheur, de faire signer avec un petit crayon et ses mains, et derrière de réintégrer le document signé dans le parapheur. Donc, sachant que la signature manuscrite, c'est vraiment ce qu'on va proscrire au fil de l'eau, mais comme on recevait de temps en temps des conventions de partenariat qui pouvaient être signées de manière manuscrite, quand on reçoit une signature manuscrite, on est obligé de signer de manière manuscrite. Quand on reçoit une signature électronique, on est obligé de signer de manière électronique. Donc en fait, on avait toujours quand même quelques parapheurs à signer de manière manuscrite. Donc on est obligé d'avoir, pour cette raison-là, des personnes qui sont identifiées comme signataires, mais qui ne sont pas réellement des signataires. D'où les 21. Normalement, sinon on en aurait à peine une dizaine. Les gestionnaires de parapheurs, il y en a 15. Alors les gestionnaires de parapheurs, c'est ceux qui peuvent créer des modèles de parapheurs. Ensuite, je vous ai mis, pour information, le nombre de versions livrées, 9. Ça peut sembler important, mais en fait, c'était surtout au début, dans la mesure où on avait des petites évolutions ou des petits correctifs demandés, et à chaque fois qu'on a eu nécessité de mettre en œuvre une nouvelle version, ça a numéroté une nouvelle version. Donc, on a commencé en V2 au 15 février, et on est en V9 au 10 mars, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une version assez stabilisée, qui nous correspond au sein de l'établissement du musée du Louvre. Les parapheurs, donc 286 en 2022, il y en avait 4 sur le premier trimestre, 67 sur le deuxième trimestre, puis après on tourne à 100 en moyenne, sur le trimestre 3 et trimestre 4. Et on a 67 parapheurs, on était à 67 parapheurs au 25 mars. J'aurais pu ressortir le nombre de parapheurs à date, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est les délais. Ce sont les délais. Alors, j'ai pas pu l'analyser sur l'ensemble des parapheurs, parce qu'il y a par exemple des parapheurs pour lesquels la date n'avait pas de sens, parce qu'ils ont été annulés, abandonnés pour une raison X ou Y. Donc, j'ai fait une analyse sur 116 parapheurs parmi les 286. Et ce dont on se rend compte, c'est que la moitié des parapheurs sont validés en moins de 72 heures. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, c'est assez important. Si on rajoute sur inférieur à moins de 10 jours, on a 83% des parapheurs qui sont traités en moins de 10 jours. J'ai même fait l'analyse sur moins de 5 jours. On est à 65% à peu près en moins de 5 jours. Donc, on a des délais qui ont été vraiment raccourcis. Donc, on tombe sur des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Et Anthony, ces bons chiffres finalement sont liés au fait aussi que vous aviez simplifié les circuits liés au parapheur. Est-ce que c'est aussi le numérique, bien entendu, qui a dû apporter un vrai confort auprès des utilisateurs. Donc c'est un mixte de l'ensemble qui a permis de réduire considérablement finalement ces délais de traitement. C'est exactement ça, un mix de tout ça. En fait, donc la partie dématérialisée, ça fait gagner du temps, ça c'est indéniable. Après, il y a une fonctionnalité, alors qu'en plus on a fait évoluer récemment, mais on a la possibilité, alors je sais plus si je le montre par la suite. Tac.
Si, je vais le montrer sur la diapo. Je vais répondre justement avec la diapo suivante. Très bien. Voilà, je vais reprendre le processus et je réponds à votre question après. Donc le processus tel qu'il est aujourd'hui en termes de parapheur électronique, c'est simple en fait le processus de parapheur électronique en soi, en théorie. C'est assez simple. C'est on émet un parapheur, on met un document dedans, ensuite il y a toute une phase de visa et je le signe et le parapheur est renvoyé à l'émetteur qui peut clôturer. Voilà, c'est le parapheur tel que nous on le concevait, avec quelques petites particularités, c'est la possibilité de mettre un visa complémentaire. Et ce visa complémentaire, par exemple, c'est ce qui évitait les points de blocage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que de temps en temps, quand on avait une question à poser, on se disait mais tiens, il y a tel document, mais il me manque un document, ou alors je me demande si ça a bien été validé par telle personne ou si elle l'a vu. Et bien, le fait de pouvoir justement à tout moment interroger une autre personne dans le processus et le faire de manière dématérialisée et historisée, et ben, ça faisait gagner du temps. Donc ce visa complémentaire, par exemple, il a fait gagner beaucoup de temps. Et ça, on ne s'y était pas attendu au début. Même l'ADG, qui arrive en bout de chaîne, voulait avoir ce visa complémentaire lors de sa signature. C'est-à-dire qu'avant de signer, de temps en temps, ils se disent ouais, mais là, le flux, il n'est pas passé par telle personne, mais j'aimerais bien avoir son avis. Et elle demande finalement un avis complémentaire avant de signer. Ce qui n'était pas prévu d'ailleurs dans les premières versions de Parapheur, qu'on a fait développer, qui est utilisé aujourd'hui. Et je ne pensais pas que ça allait être une fonctionnalité qu'un administrateur, par exemple, apprécierait. Mais typiquement, ça a fait gagner du temps aussi. Ça a évité des rejets. Sinon, en fait, ça fait rejeter le parapheur. On est obligé de repasser par toute la chaîne de visa. Et ça fait perdre du temps, par contre. Ok, donc c'est bien que dans vos circuits, donc vous avez défini des circuits types, mais à chaque étape, finalement, je peux éventuellement demander un visa complémentaire. Oui. Pour prendre ma décision, finalement. Je demande l'avis de quelqu'un d'autre, et à partir de là, je prends ma décision, soit un rejet, soit une validation, pour que ça passe à l'étape suivante. Et chacun peut réaliser ce même complément d'information auprès d'une personne. À tout moment. Tout valideur ou tout signataire peut aujourd'hui demander un avis complémentaire, ça s'appelle avis complémentaire, à quelqu'un d'autre. Alors, la seule contrainte, c'est d'être connu comme valideur dans la chaîne. Mais ça, on reviendra dessus après. Ça fait partie des petits points de questionnement. Une mesure de sécurité, quoi. On ne peut pas demander une validation auprès de n'importe qui. Il faut qu'il soit à minima déclaré dans le système. Oui. Et alors, pour quand même juste relativiser par rapport à ce que vous dites, Christophe, donc on utilise des modèles de parapheur. Donc en général, quand on utilise un modèle de parapheur, j'ai mon émetteur qui dit et ça répondra peut-être en partie à certaines questions qui peuvent être posées. Je prends, je sais pas, un contrat d'occupation des sols pour une concession. Ce contrat, systématiquement, il doit passer par le service juridique, avec telle personne qui est en charge de ce sujet-là en particulier, avec la validation de la directrice juridique, la validation de la directrice financière, puis ensuite, on arrive à l'ADG. Le circuit, il est bien fléché. Voilà, donc, on peut utiliser le modèle. Je sais que c'est un contrat d'occupation des sols. Et je me pose pas de questions finalement à qui je l'envoie. Donc ça, c'est assez facilitateur et ça fait gagner aussi du temps pour l'émetteur. Et c'est assez constructif. Mais à côté de ça, on se rend compte quand même que parmi les parapheurs qui ont été créés, il y en a grosso modo 40 à 45% qui sont créés en libre. C'est-à-dire que les gens le créent à la volée. Voilà. Ils créent le parapheur, ils disent vers quelle personne ça doit aller en termes de visa et en termes de signature. Ils choisissent les personnes à la main, les unes après les autres. C'est très rapide à faire et c'est assez simple. Et surtout, c'est très souple. Et il y a quand même 40-45% des parapheurs qui sont utilisés comme ça. Donc, il y a 60-65% des parapheurs qui sont des modèles en termes d'utilisation, mais on a aussi justement cette possibilité de créer des parapheurs à la volée qui est très utilisée et très appréciée. Donc, dans le processus, donc les questions qui sont posées, donc c'est l'emplacement de la signature, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les visas complémentaires, on en a parlé. On a aussi en termes d'évolution, il y a un champ, en fait, il y a deux champs pour mettre des pièces jointes dans le parapheur. Il y en a un, ce sont les pièces qui vont à la signature. Donc on a mis un filtre de manière à ce qu'il n'y ait que des PDF qui puissent être mis dans cette zone-là. Avant, ça acceptait tout. Et il y a une zone documents complémentaires qui, eux, peuvent être tout type de documents.
En fait, pourquoi on a pris les PDF? C'est parce que comme on a voulu utiliser la signature électronique, il n'y a que le PDF qui pouvait réellement accepter simplement la signature électronique avec les valeurs probantes de validité. Comme évolution, on a aussi demandé à avoir la possibilité d'annuler un parapheur à tout moment par l'émetteur, à tout moment de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on crée un parapheur, si jamais on a oublié de mettre une délégation ou sur ce parapheur-là, qu'on a une personne qui est absente et ce n'était pas prévu, ça crée un trou dans la chaîne et ça bloque le parapheur. Alors, on peut l'administrer, on peut avoir un administrateur qui administre le parapheur et on peut débloquer la situation, mais on peut aussi avoir des cas où il y a des documents qui peuvent être assez sensibles pour lesquels vraiment cette chaîne est importante. Donc dans ces cas-là, ça ne gêne pas forcément l'émetteur de recréer le parapheur, donc il le recrée, mais surtout il annule le précédent. Et ça, on n'avait pas cette possibilité-là avant. Et on a même la possibilité, dans certains cas, de pouvoir le modifier en cours. Je me permets d'intervenir juste avant de passer à la suite. On a pas mal de questions justement concernant la signature dans le parapheur et notamment où est-ce qu'on peut voir la signature? Est-ce qu'elles sont visibles physiquement sur le document ou alors on trouve toutes les signatures dans un tableau de signature PDF? Alors, en fait, justement, donc ce que je vous disais, le parapheur qui avait été proposé la première fois, c'était la manière dont Ephalia avait conçu le parapheur. C'était on ajoute une page, puis on a toutes les signatures qui arrivent les unes en dessous les autres sur cette page qui a été ajoutée au document PDF. Ce qu'on s'est rendu compte à l'usage avec les premières signatures qu'on a posées, c'est que le fait de rajouter une page à ce PDF, ça cassait la validité de la signature du prestataire, par exemple, qui nous avait soumis son document qui avait été signé électroniquement. Comme on rajoutait une page dans le PDF, ça cassait son intégrité et ça cassait la validité de la signature. Donc, Ephalia a fait un gros travail là-dessus pour que justement la signature puisse apparaître sur une des pages qui était existante dans le PDF, mais surtout qu'elle apparaisse au bon endroit. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut apparaître sur un texte. Et comme elle apparaît physiquement, pour répondre quand même précisément à la question, comme elle apparaît physiquement, elle pouvait partiellement faire disparaître un texte qui était sur le PDF. Donc en fait, ce que nous a proposé Ephalia, on a la possibilité de définir l'emplacement de la signature. Donc la personne met un PDF dans le parapheur, spécifie l'emplacement à l'aide d'un petit dessin. Hein, il fait ce qu'il veut. En fait, il peut mettre un petit dessin, un petit point, une croix dans l'emplacement du PDF. Et la signature vient automatiquement se poser à cet endroit-là. Alors, s'il y a deux, trois signatures attendues, on peut mettre trois petites marques, hein, et ça viendra les unes après les autres. Ça pose pas de problème et ça apparaît exactement au bon endroit. En plus, ce qu'on a demandé, c'est que par défaut, elle apparaisse en bas à droite de la dernière page. Donc, ça veut dire que pour la plupart des documents normés qui vont bien, elle apparaît sans rien faire, elle apparaît au bon endroit. Ça, c'est... Et en plus, on a la possibilité, donc c'est une signature électronique, donc ça fait apparaître quelques informations en termes de métadonnées qui sont portées par la signature électronique. Ça peut être le nom, prénom de la personne, ça peut être l'adresse mail. Voilà, il y a l'heurodatage et on choisit de faire apparaître plus ou moins de champs. Et on peut mettre une petite image, un petit macaron, mais on a aussi la possibilité de rajouter une image en fait avec cette signature électronique. Et l'image, ça peut être par exemple un facsimilé de la signature de la personne. On peut très bien avoir une pseudo signature papier, voilà, mais qui est plus pour de l'affichage. Elle n'a pas de valeur probante, elle n'a pas de valeur légale, mais adossée à une signature électronique. Et en termes de visuel, en tout cas, c'est plutôt intéressant. Super. Merci beaucoup pour cette réponse qui finalement répond à quasiment l'ensemble des questions sur la signature qui ont été posées. Je continue. Alors, sur les difficultés rencontrées, justement, il y en a un certain nombre auxquels on a déjà parlé. Donc, le PDF signé manuscrit versus le PDF signé électroniquement. Voilà. Donc, quand on reçoit un PDF signé manuscrit, il fallait qu'on pose une signature manuscrite. Et inversement, quand c'est un PDF signé électroniquement, il fait une signature électronique. D'où cette nécessité de pouvoir, malgré tout, rematérialiser le document qui était dans le parapheur et ensuite de le réinjecter avec une vraie signature manuscrite.
On avait un sujet autour de la visibilité des parapheurs qui existe encore. En fait, il y a un rôle lecteur sur lequel je suis passé assez rapidement, mais si vous regardez la présentation, vous le reverrez parmi les différents rôles. Ce rôle lecteur, en fait, permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des parapheurs du musée. Donc aujourd'hui, une secrétaire, par exemple, de temps en temps, ça l'intéresse d'avoir la vision pour relancer justement la directrice générale, l'administrateur général. C'est souvent les secrétaires qui sont quand même en premier lieu, ou les assistantes, qui sont en premier lieu acteurs finalement ou interlocuteurs pour l'ensemble des agents. Donc j'ai un problème avec mon parapheur, j'appelle l'assistante, je dis oui, je comprends pas, l'administrateur il a toujours pas signé mon parapheur, c'est urgent, comment ça se passe? Eh ben, on a donné un rôle lecteur qui permet d'avoir la visibilité des parapheurs pour l'ensemble des parapheurs pour certains acteurs, dont notamment le secrétariat de la direction générale. En revanche, la question qui va se poser demain, c'est comment on fait en sorte que certaines personnes ne voient que les parapheurs qui concernent leur direction, par exemple. Je pense au moment où on va déployer la DRH, qui pourra avoir des documents un peu confidentiels, et là, on ne voudrait pas forcément que tout le monde les voit. Donc, cette vue lecteur, elle nous convient dans certains cas, parce que ça permet de voir tout, mais elle est trop permissive dans d'autres, sachant que le contrôle, d'une manière générale, c'est on ne voit que les parapheurs pour lesquels on a été acteur. Ensuite, comment on gère les absences? Voilà, normalement, on met une délégation, sauf que si c'est une absence imprévue, on n'a pas de délégation. Donc là, c'est plus un sujet organisationnel à gérer. Et on a surtout l'organisation de l'ADG. Donc l'ADG, en fait, on a 3 personnes, donc présidente, administrateur général adjoint. Et ces 3 personnes, quand un émetteur lance un parapheur, il ne sait pas qui va signer. Donc la manière dont le parapheur est conçu, on peut envoyer le parapheur qu'à une personne. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on envoie ce parapheur à un rôle DG, ce qu'il est possible de faire a priori, donc c'est faire partie des évolutions prochaines qu'il faut qu'on cale avec Efalia. Mais on voudrait que ça l'envoie à un rôle DG, puis ensuite la DG s'organise pour voir qui doit signer tel ou tel document. Et du point de vue technique, on s'est rendu compte que de temps en temps, on reçoit des PDF qui sont signés et verrouillés pour recevoir une autre signature. Donc ces PDF, on les met dans le parapheur, et une fois qu'ils arrivent en bout de chaîne, c'est le signataire qui se rend compte qu'il ne peut pas le signer. Sauf que c'est parce que le PDF en soi a été verrouillé par le signataire précédent. Donc ça, c'est un vrai problème technique qu'on rencontre. Donc on a sensibilisé nos émetteurs pour faire attention justement à ces PDF signés verrouillés, et on est surtout en train d'essayer de trouver d'autres solutions. On a par exemple un partenaire avec qui c'est systématique. On est en train de se poser la question finalement de se dire, comme c'est un document qui émane de chez nous, on va peut-être plutôt lui envoyer, on va le faire signer à travers notre parapheur, et comme ça, on sait que la signature sera valide et qu'on pourra rajouter la note derrière. Mais voilà, c'est un problème technique qu'il faut qu'on calme. L'avis complémentaire, rôle signataire, on en a parlé, aujourd'hui c'est résolu. L'emplacement de la signature aussi. Ensuite, dans les problèmes, les difficultés rencontrées, donc ça, c'en est une vraie aussi, c'est la signature, enfin les autres aussi, mais donc celle-ci, c'est une difficulté qui n'est pas totalement résolue, c'est la signature qualifiée RGS 2 étoiles qui nécessite un support matérialisé. Donc on a plusieurs niveaux de signature qualifiés, il y a RGS 2 étoiles, il y a RGS 1 étoile, enfin en tout cas il y a différents niveaux de signature. Les RGS 2 étoiles, c'est la plus, on va dire que c'est la plus, en termes de contestation, c'est la moins contestable possible. Et elle nécessite d'avoir un support matérialisé parce qu'elle est donnée en face à face à une personne. C'est ce qui permet de bien identifier que si ça a été signé avec cette signature-là, c'est bien associé à telle personne physique. Donc ça équivaut vraiment avec une validité d'une signature manuscrite. En revanche, le fait d'avoir un support matérialisé fait qu'une présidente, aujourd'hui, est obligée d'avoir une clé USB qu'elle mettrait dans son PC, pour lequel elle va recevoir un petit code PIN qu'elle sera obligée d'indiquer pour pouvoir signer. Voilà. Donc quand on le dit comme ça, et qu'on se dit la présidente elle voudrait que ce soit très fluide, ça pose problème. Mais en même temps, la question finalement qui est sous-jacente, c'est de savoir quel document nécessite une signature qualifiée RGS 2 étoiles, de quel document nécessiterait peut-être une signature plus simple, et qui permettrait par exemple de signer à travers un téléphone portable. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui les administrateurs, on leur dirait vous signez, et puis quand
quand vous cliquez sur signer, ça vous envoie un code sur votre téléphone portable que vous ressaisissez dans l'outil. Ils préféreraient ça qu'à être obligés de se balader avec une clé USB qu'ils sont obligés de mettre dans leur ordinateur. Mais vous avez en effet bien identifié le problème, Anthony. C'est vraiment lié, là, c'est purement un problème juridique, en fonction des types de documents. Sachant qu'en effet, dans le parapheur, on peut aussi bien faire de la signature qualifiée, type RGS 2 étoiles, donc là, qui nécessite un support matériel, mais on peut faire de la signature simple, qui ne nécessiterait pas, là, en effet, de support matériel, mais typiquement pour des actes d'engagement sur les marchés publics, vous serez obligé de passer par une signature qualifiée RGS 2 étoiles. Là, je peux répondre rapidement à 3 questions que je suis en train de voir, si vous voulez. Avez-vous un tableau de bord pour suivre les étapes de signature? Donc, on peut assez facilement, avec l'historique Warkey, savoir où on en est des étapes de signature. Ça, oui, il y a différentes vues. Et après, à l'intérieur même des parapheurs, on a vraiment tout l'historique. Les types de documents, ça peut être tous les documents, c'est pas uniquement les documents juridiques. Ça peut être vraiment tous les documents qui pourraient être transités par le parapheur. Et nous, on n'a pas tous les documents, mais en tout cas, on essaie tous les documents qui nous semblent pertinents à intégrer dans un parapheur, on les met. Donc, ce ne sont pas forcément que les documents juridiques. Et on n'est pas obligé de faire signer un document. On peut s'arrêter au rôle de validation. On n'est pas obligé d'avoir un signataire à la fin. Tac. Donc, 2023, généralisation du parapheur. On va faire une généralisation progressive. On aurait pu généraliser à tout le monde, mais on va plutôt faire une généralisation progressive avec notamment une problématique de déploiement et d'acquisition de signatures électroniques. Il faut bien qu'on identifie qui a besoin d'une signature électronique, justement, comment et quel type de signature. Est-ce que c'est une RGS 2 étoiles? Est-ce que justement certains documents ne nécessiteraient pas plutôt qu'un visa plutôt qu'une signature? Voilà, il y a quelques petites études à réaliser en même temps que ce déploiement. La cible, c'est d'environ 500 émetteurs. On a 23 directions à déployer. Des modèles de parapheurs quand même à créer par direction, parce que même si on peut les créer à la volée, on se rend compte qu'avoir quelques modèles de parapheurs quand on déploie une direction, c'est plutôt apprécié. Donc on va le faire. Sachant que créer un modèle de parapheur, c'est assez simple. Ce qui est compliqué, c'est de se mettre d'accord sur le processus. Donc qui doit signer. Des référents à identifier, parce que si on déploie sur 500 émetteurs, il faut qu'on ait vraiment un réseau de super utilisateurs qui puissent faire le relais en interne. Et on se pose la question de réinternaliser finalement le parapheur à notre infrastructure technique pour différentes raisons, des raisons d'interface notamment avec d'autres outils et de sécurité aussi en termes de préconisation par rapport à notre RSSI et puis aussi des raisons de coût. Voilà, donc en termes d'évolution attendue, donc ça ce sont des demandes qu'on va faire au niveau des FALIA, même si on en a déjà un peu parlé. C'est la visibilité des parapheurs par direction, la gestion du circuit de signature à la direction générale, et avec notamment par défaut, ce sont des signatures en cascade. Si on a l'administrateur général adjoint qui valide dans certains cas, et puis valide dans la plupart des cas, et puis parfois c'est l'administrateur général qui valide certains documents un peu plus sensibles. On est obligé de mettre en gros en cascade l'administrateur général adjoint, puis ensuite l'administrateur général. Sauf qu'il faut que l'émetteur sache si ça va aller jusqu'à l'administrateur général ou pas. Donc, on va avoir un truc DG, un groupe DG ou une direction DG, et puis il s'arrange, ça nous arrangerait, ce serait préférable. Alors, les tableaux de bord, les états d'analyse ou les vues supplémentaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques vues. En termes d'état, par contre, à proprement parler de reporting, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est le nombre de parapheurs par mois, le type de parapheur, la quantité de parapheurs par type de parapheur, les petites choses par défaut, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup exprimé de besoin sur cet aspect-là. Et je pense que c'est plus simple quand on a de la matière. Aujourd'hui, on a de la matière, donc on a un petit peu plus de visibilité sur ce qu'on souhaiterait. Après, sur les délais de signature, moi, j'ai pu faire un export Excel de mes parapheurs et puis faire le calcul. Après, avoir une vue qui donne directement le délai de signature, c'est vrai que ça pourrait être facile. Une petite précision là-dessus, c'est en effet dans le cadre de l'expérimentation, il y a eu assez peu de tableaux de bord mis en place, mais
toutes les données gérées dans le parapheur sont exploitables sous forme de tableau de bord, soit purement tableau, hein, ou bien graphique avec des statistiques. Et ça, c'est complètement gérable en effet par la plateforme. On peut l'étendre sans aucun problème. Après, faut-il en effet définir quel type d'analyse on souhaite faire sur ces données, quoi. Et surtout à qui on les met à disposition, puisque les tableaux de bord peuvent être gérés en fonction des profils. Je fais juste cette petite parenthèse. Non, puis c'est vrai qu'on n'a pas exprimé de besoin réel pour l'instant sur cet aspect-là. Ensuite, en termes de réflexion, il y a utilisé la fonctionnalité signature externe. Je pense qu'on va l'expérimenter parce que c'est un vrai attrait, notamment pour notre direction des relations extérieures avec un certain nombre de conventions de partenariat. Alors juste aussi, excusez-moi Anthony, signature externe, donc là l'idée c'est vraiment d'assurer un processus complet de bout en bout, permettant au sein d'un même parapheur de faire valider et signer des personnes au sein du musée du Louvre, mais aussi de pouvoir adresser un document pour signature externe, mais que ça revienne dans le parapheur. Donc on n'a pas besoin de se sortir, c'est vraiment un process complet qui va intégrer des personnels donc internes au Louvre, mais aussi externes au Louvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dans le processus, on peut, alors quand on crée un parapheur, on peut dire si le parapheur il va juste avoir un signataire ou pas, mais là interne, je parle d'un signataire interne ou pas. On dit s'il y en a un ou pas, donc sinon on s'arrête juste à des cycles de visa. Et on peut aussi dire s'il est un signateur externe ou pas. Et en plus, on peut dire si le signateur externe va venir avant la signature interne ou après la signature interne. Donc ça, c'est intéressant pour nous comme méthode. Et c'est juste avec des boutons radio, oui, non. Ensuite, il y a la mobilité. Voilà. Donc, signer en mobilité avec un smartphone, ça, c'est quelque chose à tester. C'est quelque chose qui est sans doute pas évident parce que ça rejoint la problématique du support physique clé USB RGS 2 étoiles. Donc, est-ce qu'on peut signer avec une clé RGS 2 étoiles sur un smartphone? C'est pas sûr. Donc, ça, c'est un vrai sujet. En revanche, pouvoir faire viser en mobilité un parapheur, on voudrait le faire. Ça permettrait peut-être justement de encore mieux fluidifier et encore mieux raccourcir les délais, notamment sur des personnels chez nous qui se déplacent beaucoup. La question de l'hébergement externe versus hébergement interne, bon, j'en ai parlé un petit peu. Alors, il y a une question, donc c'est est-ce qu'on met systématiquement les utilisateurs avec le rôle émetteur en rôle valideur? Pourquoi? C'est pour que ces mêmes utilisateurs puissent être sollicités dans le cadre d'un visa complémentaire. Sinon, s'ils sont connus que comme émetteurs, on ne peut pas leur soumettre un visa complémentaire. Après, l'inconvénient, c'est que ça allonge la liste des valideurs. Et quand on crée un parapheur à la volée, on va se retrouver, si notre cible c'est 500 utilisateurs, on va se retrouver avec 500 utilisateurs valideurs. Et donc, il faudra aller chercher les noms des personnes dans cette liste. Voilà, ce qui n'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est une vraie question. Et enfin, on a une réflexion sur l'interface avec certains outils métiers. Je pense qu'à terme, l'idéal, ce serait vraiment qu'on puisse interfacer ce parapheur avec notamment une JET, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Anthony. Et si on doit en effet apporter un complément auprès de vos utilisateurs, globalement, donc vous avez fait une expérimentation depuis un certain nombre de mois, et le sentiment général des utilisateurs, est-ce que vous avez eu l'occasion un peu de les sonder en dehors des chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, où en effet les temps de signature ont été réduits, temps de validation, etc. Mais sur l'usage même de la plateforme, est-ce que vous avez un petit retour à nous faire sur le avant et le après, finalement, le parapheur papier et le parapheur électronique? Non, le retour, alors, si on généralise, de toute façon, c'est que le retour il est très positif. Voilà. Après, l'expérimentation n'a pas été sans heurts pour autant, parce qu'on a quand même eu des moments où, en tout cas au début, moi j'ai eu l'administrateur général adjoint qui était vraiment au cœur de l'expérimentation. Une fois fait un message, moi j'arrive pas à signer ce parapheur, de toute façon j'arrête. Voilà, ça met un petit coup de pression. Donc on a regardé pourquoi. C'est la pression qu'on a eue après. Ouais, c'est ça. En fait, là, typiquement, c'était le cas que je vous ai remonté où c'était des PDF qui étaient déjà signés et qui n'acceptaient pas de nouvelles signatures.
Donc quand on a su de quoi ça venait, on a pu lui dire. Et j'ai été le voir, j'ai été l'accompagner, je lui ai expliqué. Et bon, finalement, ça s'est bien passé. En plus, et je pense que ça, c'était important, il y avait des petites évolutions qu'il avait demandées. Comme j'avais été le voir, avec ces petites évolutions qui avaient été mises en œuvre, et il m'a dit c'est bien, au moins ça progresse. Donc là, le message était plutôt positif. Mais non, c'était voilà, quand ça marche bien, il n'y a pas de problème. Là, c'est peu sollicité. Dès qu'il y a un problème, un grain de sable, il faut être réactif, surtout quand on est dans une période d'expérimentation. Et maintenant, en fait, comme c'est bien utilisé, comme on a aussi des documents qui peuvent être assez sensibles ou assez urgents, qui transitent par le parapheur, il faut savoir être actif si on rencontre vraiment des gros problèmes. Alors après, ce qui est bien, c'est que avec cette expérimentation, on a déjà fait le tour d'un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés. Et je pense que quand on va généraliser, on rencontrera peut-être des nouveaux problèmes qu'on n'a pas identifiés, mais il y en aura moins, je pense. Mais vraiment beaucoup moins parce qu'on a pu circonscrire les quelques problèmes qui sont assez récurrents, en fait. Et je pense qu'il fallait se laisser le temps. Parfait. Écoutez, je vois qu'il est pratiquement midi. On a encore beaucoup de questions, mais ce que je vous propose, globalement, vous avez répondu à pas mal de questions, Anthony. Il y a notamment une question, est-ce qu'on peut gérer des documents qui proviennent d'un logiciel métier? Comme vous l'avez dit, c'est un peu les interfaces avec les outils métiers. Hein. Donc, on peut... donc, la plateforme dispose aussi d'API, hein, donc on peut tout à fait interfacer, en effet, des logiciels métiers avec le parapheur. Après, tout dépend du logiciel métier. Mais en tout cas, techniquement, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Donc, bien entendu, Ephalia, pour ceux qui restent encore en ligne, là, on est à disposition pour vous présenter le parapheur, parce que là, on a mis vraiment le focus sur ce retour d'expérience. On souhaitait vraiment vous faire partager cette expérience du musée du Louvre qui nous semblait extrêmement intéressante. Et donc, si vous souhaitez voir plus concrètement à quoi ressemble ce parapheur qu'utilise le musée, on est bien entendu à votre disposition pour vous faire une présentation, une démonstration. Donc contactez un commercial de chez nous, vous faites une demande sur notre site, Emma va vous rappeler l'adresse du site directement dans le chat et vous pourrez prendre rendez-vous avec nous sans aucun problème. Voilà, je crois qu'on a donné un peu le mot de la fin. Merci à vous, Anthony. Merci. Emma pour ton introduction en tout cas et ta présence. Merci beaucoup, Petrolia. Et puis pour le reste des questions, on pourra aussi vous répondre individuellement de façon personnalisée sans problème. Tout à fait. Donc on répondra aussi on garde en mémoire les différentes questions du chat là et puis on vous répondra individuellement afin que vous puissiez avoir les compléments d'information. Voilà, écoutez, merci à tout le monde pour votre présence. Désolé, on a un petit peu débordé, mais je pense que l'enjeu en valait le coup. Et puis, merci encore, Anthony, pour votre super présentation. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir.